Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de l'After Produit sur ce magnifique plateau pour un nouvel épisode du Design Corner, l'émission créée par la Tribe UX de Weevoo pour comprendre les problématiques de product design. Je suis Alexandre Studer, product manager chez Weevoo pour vous servir comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'accueille avec une grande joie Aymeric Joubert qui est Head of Design chez Skello. Comment vas-tu? Est-ce que tu es bien installé? Très bien installé, il fait bon dans la pièce, donc merci pour l'invitation. Super, merci d'être venu, merci d'avoir répondu présent avec nous aujourd'hui. Donc c'est une émission je suis hyper content de la faire avec toi. On va parler d'interface, on va parler de brand entity. Ça me tenait à cœur d'en parler dans le Design Corner. On a parlé de plein de choses sur les autres émissions, mais ce sujet va vraiment nous intéresser. En plus, il y a plein de product managers à qui ça intéresse. Donc c'est vraiment top. On n'oublie pas, on est sur Twitch. Donc on n'hésite pas à réagir, à poser des questions. Je serai votre messager pour poser les questions à Aymeric et avoir toutes vos réponses. Alors, avant qu'on commence l'émission, on va un tout petit peu parler de toi, cher Aymeric. On va un petit peu parcourir qui tu es. Tu as commencé ta carrière en tant que DA en agence pendant 6 ans, où tu passes par des agences hyper connues, TBWA, Marcel, Babel. Et puis, tu montes un side project en parallèle, quelque chose qui est basé autour des vidéos et autour du concept de géolocalisation. Exactement. C'est là que tu montes ta première identité de marque de A à Z. Exactement. C'est vraiment la première. En fait, j'ai déjà travaillé, c'était des sujets que j'abordais en agence, mais c'était sur des projets d'agence, généralement qui sont des projets quand même qui sont assez courts, que tu ne mènes pas forcément jusqu'au bout, sauf qu'une fois que tu la mets en main de ton client, ça ne t'appartient plus. Là où avec Pulp, l'idée c'était vraiment de owner le produit. Et c'était la première fois où on avait des contraintes qui étaient liées justement au produit et au market de cette manière, donc à petite échelle, mais c'était une première mise à l'étrier de cette manière sur ces problématiques. Pulp, c'est le nom de l'application. Pulp, c'est exactement ça. C'est sorti en prod. C'était sorti, on a eu un peu plus de 1000 utilisateurs, mais c'était très intéressant sur du social. Donc du coup, c'est ce qui te permet de découvrir le produit, découvrir l'approche du produit, et tu commences un petit peu à t'intéresser à l'univers des startups, puisque d'ailleurs tu en sors grâce un petit peu à ça. La méthode qui est utilisée derrière, les process, et c'est là où tu as envie de faire évoluer ta carrière pour arriver dans le monde merveilleux du produit. Comment s'est passé ton switch de DA à Product Designer? Ça s'est fait quand même assez naturellement, mais il y a eu... en fait, c'est finalement grâce à Pulp, de cette manière, que je me suis rendu compte des choses. La première chose, c'était que ce qui m'intéressait, c'était aussi le processus itératif, c'est-à-dire de vraiment que tu n'as pas en agence. Que tu n'as pas en agence, et les sources d'inspiration que je pouvais avoir aussi, qui avaient complètement changé. Là où au début, je m'inspirais beaucoup du travail fait par les agences, ça a complètement switché par moment, et ce que je regardais essentiellement, c'était, donc à l'époque, il y avait Airbnb, Spotify, etc. Mais c'est surtout eux, ils sont toujours là d'ailleurs, mais surtout eux que je regardais, et je me suis dit, en fait, on est en train de passer d'un monde d'agence où finalement les équipes design sont internalisées, et c'est là où on peut avoir le plus d'impact, et c'est ce qui m'intéressait. Donc nouveau paradigme, tu rejoins Mythic. Oui. Puis Frishti. Exactement. Donc en tant que product designer, et puis maintenant tu es chez Skello où tu es devenu Head of Design. Exactement. Le monde des agences te manque pas? Pas du tout. Je regarde ce qu'ils font, mais je suis bien... Et est-ce que tu retiens 2-3 process? On va longuement en parler dans le sujet du jour, mais j'imagine que tu retiens quand même... Sur les agences? Ouais, je trouve ce qui était très intéressant, et c'était l'efficacité. C'est-à-dire que c'est la manière dont on va très vite, puisqu'en fait on a assez peu de temps généralement. Les process product, en tout cas à l'époque, étaient assez peu développés, comme ils peuvent l'être aujourd'hui. Donc c'était presque, on va dire, un peu freestyle d'une certaine manière, mais on apprenait une forme d'efficience dans le processus créatif pour être le plus rapide, parce que quand on a une semaine pour refaire un site ou 2 semaines, en fait on apprend à être efficace et à savoir prioriser les choses. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui m'a beaucoup nourri et qui continue à me nourrir aujourd'hui sur justement comment on optimise les choses pour être le plus efficace possible. Puis en plus, tu es scruté de partout, tu as ton DC qui regarde tout ce que tu as fait. Exactement, tout le monde regarde, tout le monde donne un avis, il faut savoir s'adapter, prendre les feedbacks, rebondir rapidement, et ça, c'est extrêmement intéressant. Super intro, du coup on va attaquer dans le vif de notre sujet, comment considérer la brand entité dans le produit. Je lance un jingle.
Alors, on va commencer par le commencement. Est-ce que, s'il te plaît, Emeric, tu peux nous dire ce que c'est que la brand entity, de quoi on parle quand on Alors, parle de ça? en quelques mots, donc la brand identity, en fait, c'est l'ensemble des éléments visuels et verbaux qui constituent l'image de marque d'une entreprise. Donc, en fait, qui lui permettent d'émerger sur un marché et également de se différencier de ses concurrents. Et donc, la brand identity, elle est composée de plusieurs éléments. Le premier, bon, c'est bien sûr le nom de la marque, qui généralement se veut un peu unique, mémorable et facile à prononcer. On a également le logo, qui est donc un élément aussi très important, qui est généralement assez simple et surtout facilement identifiable. D'ailleurs, quand on parle de logo, souvent, on parle à quelqu'un d'identité de marque, les gens pensent au logo tout de suite, alors que c'est tout un écosystème. Il y a énormément d'autres choses. Ouais. Et donc justement, en plus du nom de marque et du logo, qui sont les éléments qu'on voit en premier, il y a en fait la typographie. Donc on peut en avoir une ou plusieurs. Il y a également les couleurs. Donc là, c'est toute la palette de couleurs qu'on peut avoir sur l'identité. Le tone of voice, les icônes, les images, avec tout le travail sur le cadrage, sur la colorimétrie. Également tout le travail sur les illustrations, si on peut en avoir. Et le motion également. C'est-à-dire, typiquement, je vois la photo produit, je vois les animations, mais ça fait partie de l'identité, tout ce travail d'animation. Et plus globalement, tout le langage graphique. C'est-à-dire qu'on va jouer avec tous ces éléments, on va les imbriquer les uns avec les autres, et on va construire le langage graphique. Et donc ça, c'est tout ce qui compose la brand identité, l'identité de marque. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est aussi de voir où est-ce qu'elle vit, cette brand identity. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que finalement, elle vit, on la voit beaucoup côté marketing, mais le product, c'est aussi un point de contact extrêmement important avec les utilisateurs, avec les clients. Et donc, c'est important de prendre en compte la brand identity dans le produit, justement, pour créer une expérience globale, harmonieuse et cohérente. Donc, tu as parlé de composants graphiques, mais ça peut être aussi le pricing, ça peut être aussi des tas d'autres choses que simplement ce qu'on voit d'un point de vue visuel. Exactement. C'est comment tu le perçois, comment... Également. Et ça, c'est derrière toute l'identité, elle va accompagner ces éléments-là et tout va être construit en fonction de ça. En product, il y a le fameux paradigme Discovery Delivery. Est-ce qu'il y a les mêmes procédés pour la brand? Qu'est-ce que tu fais quand tu pars d'une feuille blanche? Qu'est-ce qu'on fait donc, on peut faire l'exercice, on se projette, on arrive, on a absolument rien, ou on a quelque chose d'existant mais on veut le refresh. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est moins processé que sur du product, typiquement si on veut shipper une feature. Mais il y a quand même des choses qui existent pour être sûr qu'on travaille dans le bon sens. Premièrement, généralement quand on construit une marque, on a plusieurs éléments qui sont nécessaires, qui sont indispensables pour construire l'identité de marque. On a la mission, les valeurs et également la personnalité de marque. Ouais. Donc en fait, tous ces éléments-là, ils vont servir à construire l'identité. C'est sur cette base-là qu'on va construire l'identité. Ouais. Et cette identité, moi, ce que j'aime bien faire au début, c'est ce qu'on appelle un brand experience, ce que j'appelle un brand experience workshop, qui vise un peu à mettre tout le monde autour de la table dès le début du projet, pour aligner tout le monde sur vers où on veut aller. Et donc ce brand experience workshop, c'est un atelier qui a un but très simple, c'est de réduire cette feuille blanche, justement. Parce que quand tu arrives, tu as une infinité de possibilités sur un marché avec des codes aussi qui sont en place, mais tu peux faire plein de choses. Et donc l'idée, c'est vraiment de réduire cette feuille blanche pour avoir un espace de création qui est un peu plus efficace. On a un petit exemple de ce que tu es en train d'évoquer. Je ne sais pas si en régie, on peut l'afficher à l'écran. Ouais, c'est bon, il est affiché là. Ok. Parfait. Donc, Et donc sur ça, très rapidement, l'atelier pour le décrire. ouais. Donc on met des personnes autour de la table qui sont Ouais. généralement des personnes qui peuvent avoir une vision sur la marque. Ouais. Donc j'en ai fait un il n'y a Donc pas si si longtemps que s'il ça. n'y a Mais pas de vision, t'es bloqué du coup. t'es un peu bloqué. Il faut déjà t'as avoir un quand peu- même une idée de vers où tu vas aller. En tout cas, quelles sont tes missions, tes valeurs et surtout la personnalité de ta marque. Ouais. Et donc on va baser cet atelier sur ces éléments-là. Mais moi, par exemple, j'ai envie de monter une marque. Je connais globalement le produit que j'ai lancé. Je n'ai aucune idée de la personnalité qu'elle va avoir. Ça, c'est à toi de la définir par rapport à ce dont comment est-ce que tu vas être perçu par tes clients. Ok. Et sur ça, c'est
En tout cas, j'ai pas de framework très particulier, c'est un peu au feeling, mais c'est surtout un peu aussi comment tu te places par rapport à la concurrence. Tu te dis, bon, bah, eux, ils sont plutôt comme ça, moi, je vais peut-être être comme ça pour avoir apporté quelque chose un peu de différenciant. En tout cas, c'est des éléments qui sont nécessaires au début pour construire l'identité. C'est difficile de construire une identité si tu n'as pas ces éléments-là. Là, on voit à l'écran les logos, il me semble. Il y a un deuxième petit exemple qu'on voulait montrer. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Sur la partie graphique. Ouais, sur la partie graphique, ouais. Ouais, exactement. Donc en fait, là, ce qu'on fait, c'est on met les personnes autour de la table. Et mon exercice très simple, c'est je vais te demander, Ouais. toi, où est-ce que pour toi l'after produit serait représenté par Karl Marx, ou qu'est-ce qui représente le mieux la personnalité de marque de l'after produit dans tout ce langage graphique. En gros, tu vas sélectionner, c'est-à-dire bah, moi, par rapport à notre personnalité de marque de l'after produit qui est X, je pense que c'est ici, ici et ici qu'on se retrouve le plus. Et donc nous, le design, une fois qu'on récupère ces éléments-là, donc ça on peut le faire sur plein de choses, hein. On peut le faire sur les couleurs, sur la typographie, sur d'autres éléments, mais c'est de récupérer vraiment le maximum d'insight de toi, comment est-ce que tu vois l'after produit, c'est-à-dire vraiment l'identité de l'after produit, et avoir les visions d'un peu tout le monde. Et donc une fois qu'on a récupéré ce jus de cerveau de cette manière de l'ensemble des stakeholders, nous on retourne sur notre table et là en fait on a déjà une première vision de ce à quoi on aimerait ressembler, qui est très large, qui nous laisse un espace de création très large, mais qui nous évite d'avoir justement cette feuille blanche. Et ce qui est intéressant aussi sur ce workshop, c'est que généralement ce qui se passe dans les process, si tu travailles avec une agence, c'est-à-dire que tu vas briefer quelqu'un, généralement on arrive à la fin en disant voilà ce qu'on imagine, on a plusieurs pistes, etc. Et là en fait c'est commencer ce travail dès le début, beaucoup plus en amont, pour proposer des choses qui sont plus cohérentes avec la vision que peuvent avoir les stakeholders. Ces stakeholders-là, tu les sélectionnes comment? C'est quoi ton casting idéal? Mon casting idéal, tout le dernier que j'ai fait, typiquement, on avait CEO, on avait VP Brand, Head of Brand and Communication, on avait des brand designers, on avait également la CPO. Okay. Très important d'intégrer le product. C'était voilà, c'est un peu ça la table qu'on avait au départ. Et en fonction des personnalités de chacun, est-ce que tu te dis, bon, je m'adapte, est-ce que j'ajoute stratégique avec telle ou telle personne? Parce que ça va être vachement des réponses qui vont être subjectives, ils peuvent potentiellement ne pas être d'accord entre eux au moment où tu vas poser les questions. Là, toi, ton taf, c'est d'arbitrer, quoi. Bon, oui, exactement. Et en fait, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de mettre des personnes avec des visions différentes et surtout de les mettre aussi un peu face au travail qu'on peut avoir en tant que designer. C'est-à-dire que nous, on fait des choix qui, quand on n'en a pas conscience, sont compliqués. C'est-à-dire justement, quand tu as une palette de couleurs infinie, te dire bah, en fait, quelle couleur représente le mieux ma marque, c'est un exercice que généralement, nous, on est habitué à faire, mais que des personnes qui ne sont pas designers ne sont pas habituées à faire. Ouais. Et donc, quand on les met face à ça aussi, ça les projette un peu dans notre travail et ils se disent ah oui, d'accord, en fait. Et ils se posent des questions, les mêmes questions qu'on se pose en disant ok, d'accord, mais en fait, c'est vrai que cette couleur-là, en vrai, c'est vrai que ça ne nous représente pas assez, ce vert fluo, il n'est pas du tout en raccord avec ce qu'on veut être, etc. Et c'est un exercice qui est intéressant eux aussi pour comprendre la manière dont on construit une marque. Et ce qui fait que les discussions qu'on a par la suite, où on va avancer sur cette base-là sur les pistes créatives, elles sont beaucoup plus riches et beaucoup plus profondes plutôt que du juste j'aime pas. Il y a d'ailleurs, je crois, des corrélations entre des couleurs et des émotions et des messages qu'on veut véhiculer, il me semble. Exactement. Tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Sur les couleurs, alors sur le travail des couleurs, bah en fait, chaque couleur a un peu des émotions qui sont différentes. On le verra à la fin d'ailleurs avec un peu le case study. On tease un peu mais chaque chose, elles disent des choses différentes. Tu vois, par exemple, typiquement le jaune, on va être sur plutôt quelque chose de joyeux. Okay. Le rouge, on va être sur quelque chose de passionnant, qui va vraiment attirer le regard. Ouais. Là où sur du bleu, on va être plutôt sur de la sécurité, sur quelque chose de plus froid aussi. Tu vas voir un peu ces jeux-là. Tu vas être sur du pastel aussi qui va amener un univers plus doux, un peu plus reliable aussi, versus des couleurs fluo où tu vas être sur des choses qui sont beaucoup plus dynamiques et qui sont un peu plus innovantes mais qui sont aussi difficiles à lire. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre entre tous ces éléments-là à trouver sur justement qu'est-ce qui nous définit le mieux, qu'est-ce qui définit le mieux notre personnalité. Si on a une personnalité qui est plutôt justement sécuritaire, on va être sur quelque chose de très dur, de très professionnel. On va plutôt être sur des couleurs pastel ou sur du bleu. On va pas être trop sur du fluo, quoi. En caricaturant un peu. Une fois que tu as fait tout ça, j'imagine qu'en tant que brand designer, tu as des sources d'inspiration.
Où est-ce que tu vas les chercher? À Oui. quelle fréquence? Alors ça, donc on a commencé le travail, tu vois, on a fait le brand, on a commencé les pistes créatives, et donc là, on va chercher un peu partout, donc on va s'inspirer, on va regarder ce que fait la concurrence, toujours intéressant de voir ce qui est fait ailleurs, et on va s'inspirer sur vraiment un peu de partout. On va aller sur du Dribbble, sur du Behance, on va regarder ce que font des agences, comme Pentagram par exemple, qui sont des agences dédiées, une très grande agence dédiée sur le travail de branding. Il y a Koto également. On peut aller regarder, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est toujours regarder côté product. Donc là, il y a des. Je regarde Dribbble, mais je suis pas super fan. J'aime bien Mobin. Chez Dribbble, il y a beaucoup de si tu palettes, vois, beaucoup de trucs. ça part un peu dans tous les sens des fois. Mobin, j'aime bien parce que c'est assez. C'est un peu le Dribbble du réel d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est vraiment les vrais screens de ce qui est fait réellement. Et ça permet de comparer sur des applications. Maintenant, ils ont développé sur toute la partie web. Donc ça permet vraiment de s'enrichir sur le product. Tu trouves que Dribbble a perdu un peu de son intérêt avec le temps? Parce qu'au début. J'y vais plus tant que ça, de temps en temps. Au début, j'y allais beaucoup. Mais justement, ce que je vois, j'ai l'impression de surtout voir des choses qui. Enfin, personnellement, je voyais beaucoup de choses qui se répètent, tu vois. Non, mais t'es pas le seul designer, j'ai déjà entendu ça. D'ailleurs, ils le disent tous quasiment. Tu vois, les chaussures Nike, j'en ai vu 500 000 dans des e-commerce. J'ai compris le délire. Ça m'apporte plus que ça pouvait m'apporter avant, quoi. Tout à fait, ouais. Là où Mobin, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de voir les véritables use cases. C'est vraiment, ok, comment est-ce qu'ils font vraiment un écran de logging, comment est-ce qu'ils ramènent la brand là-dedans, etc. J'ai une petite question qui est arrivée, j'en profite pour la poser. Comment on évalue qualitativement sa brand entity? Ça, on en reparlera juste après, donc je la reposerai tout à l'heure. Donc, super intéressant ce que tu me racontes. Sur la partie des trends, j'avais envie de te poser la question. Donc, tu vas dans différentes sources, tu observes la concurrence, tu regardes ce qu'ils font, et il y a aussi les trend design. Tous les ans, il y a des sites qui référencent en 2022, en 2023, il y aura ça. Comment tu joues entre les deux, quoi? Exactement. Alors, mon avis là-dessus, c'est que je suis toujours un peu frileux sur l'idée des trends. C'est-à-dire que c'est très bien, ça te fait apparaître novateur à un temps T, mais je trouve qu'il y a beaucoup de contre d'une certaine manière. C'est que ça peut diluer ta marque, c'est-à-dire que tu vas avoir le même aspect que tous les autres. Je trouve un bon exemple en ce moment, c'est le néo-brutalisme. Alors qu'est-ce que c'est? Quand je vais le décrire, tout le monde va le voir. C'est ces couleurs. Tu vois l'identité de Figma d'une certaine manière, ces couleurs vraiment brutes avec ces gros borders noirs. Voilà, c'est quelque chose qui on voit beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de marques qui émergent avec cette identité. Et dernier en date, il y a eu Quant également aussi qui a fait ça. Et justement, moi aujourd'hui je vois cette identité, je trouve que c'est plus si identitaire que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment. Parce que tu l'as trop vu? Parce que c'est trop dans la trend. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont on construit une marque, la manière dont moi je travaille également et dont je travaille avec mes équipes, c'est on essaye de créer des choses qui sont timeless. C'est-à-dire que on veut que ce soit intemporel. Peut-être d'anglicisme, mais voilà, c'est vraiment intemporel et c'est plutôt dans ce sens-là. C'est est-ce que ça représente bien ce que je veux être? Et ça devrait être ça la problématique plutôt de est-ce que je suis dans la trend? Parce que les trends, c'est comme les vagues, ça passe et il y en a toujours des autres. Donc c'est un peu à double tranchant de vraiment se focus là-dessus. Après, il faut quand même en avoir conscience et ne pas être aussi hors propos. C'est-à-dire, mais je trouve un exercice récent, je ne sais pas si tu vois Doc Us, qui est aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est un SaaS, je t'avoue, je me souviens pas très bien leur positionnement, mais leur identité, je trouve extrêmement intéressant. Eux, justement, ils sont allés contre trends. Ils sont retournés un peu scomorphisme, le premier Mac Aqua, tu vois. Et en fait, ils reposent leur identité là-dessus. Qui est une tendance en tant que telle. D'une certaine manière, oui. Mais ils sont tellement hors propos que ça devient efficace de certaine manière. Quand je suis arrivé, je fais ah non, en fait, ça marche. C'est plus vu qu'on ne fait plus du tout ça, ils ont ramené un peu le sujet. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre, d'arriver à être dedans, mais pas trop. Sinon, en fait, on se dilue. Et voilà, globalement, c'est un peu. Mais du coup, tu vois, se laisser surprendre par l'identité de marque, ça joue aussi sur l'image de marque que va avoir la boîte. Donc c'est aussi cette recherche perpétuelle que tu essaies d'avoir, quoi. C'est ça, moi c'est vraiment c'est d'essayer d'amener des choses nouvelles et en fait d'une certaine manière créer les futures tendances, mais d'avancer sur vraiment la question vraiment qui m'anime, c'est est-ce que ça représente bien ce qu'on veut être? C'est vraiment ça et ça devrait être le point principal. Donc justement, pour reprendre la question qui a été posée, tu fais tes choix, tu pars dans une direction,
comment tu t'assures que l'utilisateur le perçoit bien et que c'est cohérent avec ce que tu avais en tête, avec ce que la boîte avait en tête? Alors c'est pas facile. Alors c'est pas facile, ça je me doute que c'est pas facile. C'est pas très facile Parce qu'il y a des boîtes qui sont plantées. Hein. En vrai, il y en a beaucoup qui se plantent. Déjà, il y a un effet qui est aussi on est assez peu, on accepte assez peu le changement. Ça, peut-être on pourra en parler, mais en tout cas sur comment est-ce qu'on le mesure. Il n'y a pas vraiment de KPI qui existe. En tout cas, j'ai fait exprès de pas te dire le terme. S'il y en a, je ne les connais pas et je veux bien qu'on m'informe de cela, mais j'en ai pas. Et donc en fait, c'est de voir un peu les réactions qu'ils peuvent avoir sur les réseaux, c'est-à-dire vraiment suivre la manière dont on parle de votre marque, que ce soit en extérieur et aussi de la part de vos clients. Parce qu'il y a des communautés qui existent, la communauté design est assez active et donc on voit le dernier en date par exemple. Bolt, je ne sais pas si tu as suivi, qui a été retravaillé par Koto. Typiquement, eux peuvent très bien voir la manière dont c'est perçu par les personnes en regardant les remontées qui sont faites sur Twitter, aussi par la communauté design. C'est plutôt bien pris. Il y en a qui reprochent que ça ressemble beaucoup trop à d'autres marques, etc. Mais c'est un moyen de surveiller ça. Généralement, quand c'est efficace, on ne le sait pas trop. Par contre, quand ça ne marche pas, on est quand même assez vite au courant. Donc, généralement, si il n'y a rien qui remonte, c'est que c'est plutôt bon signe, d'une certaine manière. Ok. Est-ce qu'il faut forcément s'adresser à des designers pour comprendre si tu vas dans la bonne direction? C'est-à-dire que en fait, si tu demandes aux sales leur avis sur un choix qui a été fait, tu le prends quand même ou tu dis ah non, lui il connaît rien? Non, je prends toujours les feedbacks. Typiquement sur... on va dire, donc on est toujours dans notre boîte fictive et on a refait l'identité. Là, ce qui se passe, et généralement, c'est un premier bon bench, en fait, d'une certaine manière de tester, c'est que tu vas le présenter en interne. Et tu peux déjà voir aussi les feedbacks qui remontent en interne. Généralement, si tu as déjà des choses qui sont... J'en ai eu qui sont plutôt négatives sur mais en fait ça ressemble beaucoup trop à ça, etc. En fait il faut les prendre en compte et les ajuster directement en interne. Et les interpréter, si j'imagine. Exactement, et c'est comme ça qu'on va construire. Donc c'est un premier feedback que tu peux avoir. Donc il y a ça, le feedback aussi des clients s'ils n'en parlent pas d'une certaine manière, ou comment est-ce qu'ils en parlent. Et après c'est surtout l'impact un peu sur le long terme, sur la manière dont tu es perçu aussi par les autres. Mais il n'y a pas vraiment de... C'est assez matériel d'une certaine manière. C'est difficile à quantifier. C'est vraiment c'est souvent un peu un saut dans le vide d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu vas le tester, tu essaies de prendre le plus de feedback que tu peux. Si tu peux le tester. C'est des choses que j'ai fait, mais le tester auprès d'utilisateurs, c'est-à-dire que tu vas avoir des changements. Tu peux, surtout sur du produit, c'est un peu facile, mais de montrer un peu l'avant-après pour commencer à prendre des feedbacks. Donc voilà un peu comment tu peux le faire. Et après. Et cette fameuse résistance au changement que tu as commencé à évoquer, je pense notamment, le premier truc qui me vient en tête, c'est quand Instagram a changé complètement son logo, son identité de marque. Il y a un documentaire qui est génial sur Netflix d'ailleurs qui parle de ça. Comment ça réagit au pôle design dans ces cas-là Alors ça, j'allais rebondir, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est la résistance au changement, elle est... naturel, c'est-à-dire qu'on est tous... S'imagine, on a notre petite maison, on n'aimerait pas que quelqu'un arrive et nous change tout d'un coup, quoi. Ce serait terrible. Donc il y a plusieurs manières de la gérer. La première, c'est de beaucoup communiquer. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup communiquer sur pourquoi est-ce qu'on a fait ces changements. Justifier les choix. Dès que c'est compris, c'est beaucoup plus... c'est accepté. Exactement, également en interne. C'est-à-dire communiquer les choix, c'est extrêmement important. Donc ça peut être une manière. Il y a une chose, c'est qu'est-ce qu'on change aussi. C'est-à-dire si on change, surtout sur du product, donc on a fait une nouvelle identité et on doit changer le produit. Là, il y a plusieurs choses qui s'ouvrent à nous. Il y a une part, c'est on va changer juste le front d'une certaine manière. On va toucher que à la UI. On ne va pas changer l'expérience en tant que telle. D'une certaine manière, le choix qu'avait fait Instagram à l'époque, c'était ça. Ils avaient modifié toute la UI. Ils avaient changé 2-3 petits trucs dans l'expérience, mais globalement, c'était la même chose. Et donc là, tu es déjà beaucoup plus enclin à l'accepter parce qu'en fait, ton quotidien, c'est comme si on arrivait et que juste on faisait le refresh de ta chambre. Tu vois, on a fait des murs tout propres, on a mis un lit tout beau, donc tu es beaucoup plus enclin à l'accepter. La deuxième chose, c'est si tu changes les deux en même temps, là c'est plus compliqué. Parce que si tu changes toute l'identité plus toute l'expérience,
Là, Ça fait trop d'infos d'un coup. ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Ouais. Donc là, il y a un choix qui s'offre, qu'on a pratiqué à Skello aussi, c'est-à-dire de donner la possibilité aux utilisateurs d'être actifs. C'est-à-dire de ne pas t'imposer le changement, de te dire, bon, bah regarde, il y a une nouveauté, est-ce que tu veux la tester et passer sur la nouveauté. Donc nous, typiquement, l'exemple à Skello, c'est on avait une nouvelle vue, donc on l'a fait de manière plutôt smart. Ça changeait vraiment tout. Ça changeait l'expérience, ça changeait même l'identité de cette page qui était à la nouvelle identité. Et en fait, on a proposé aux utilisateurs, dans un premier temps, le default, c'était toujours l'ancien, et de passer avec un bouton très simple à la nouvelle expérience. Donc en fait, donc ils c'est passaient qui avait le petit choix, à je petit, veux et l'ancien voilà. ou le nouveau. C'est eux qui sont actifs, ils disent moi je décide de tester la nouvelle, Ouais. voilà, et très vite ils se rendent compte que ils peuvent déjà retourner à l'ancienne, et en fait naturellement ils se rendent compte que c'est bien mieux que l'ancienne, donc il y a un mouvement qui se fait de manière naturelle, et au bout d'un moment il y en a beaucoup plus qui sont avec la nouvelle qu'avec l'ancienne, donc là on va changer le default. Le default maintenant ça va être le nouveau, et il y aura toujours l'ancien jusqu'à le moment où on va cutter l'ancien, parce qu'en fait quasiment tout le monde aura basculé sur la nouvelle expérience. J'avais beaucoup vu ça, notamment sur du Hotmail, du Gmail, même Facebook avait fait ça aussi, je me rappelle à une époque. Ça, c'est une manière de gérer justement ces gros gaps de changement qui sont plus que juste du front. Hein. Ouais, tout à fait. C'est juste de la UI, un peu de refresh. Si on revient un peu au sujet du territoire de marque, ça rejoint un peu ce qu'on disait, mais l'évolution du territoire de marque dans le temps, il se fait de quelle manière et comment il se travaille et pourquoi on décide à un moment de le faire évoluer? Parce qu'il y a. Alors, pourquoi est-ce qu'on décide de le faire évoluer? Il y a un mouvement naturel dans le temps, c'est-à-dire que la marque aussi, elle grandit. Typiquement sur des startups, on est sur du scale. Donc à un moment donné, en fait, ce qu'on représentait à un moment T n'est plus ce qu'on est aujourd'hui. Et donc il faut s'updater de cette manière. Généralement, ça fait partie. C'est comme un adulte qui grandit, il va passer par une phase de l'enfance, il va passer par l'adolescence, après par la phase adulte. Et donc c'est vraiment, on a un peu ces mouvements. Il faut l'éduquer au début, quoi. Et qui sont représentés par ces moments de rebrand. On va se dire, voilà, c'est à ce moment-là qu'on va se refresh. Généralement, on compte entre 3 et 5 ans. Tu vois, c'est généralement le moment où on va avant de commencer à se refresh. poser des questions. Ouais. Et on commence déjà, enfin, c'est le moment où on commence à se poser des questions en disant, mais en fait, est-ce que ce qu'on est aujourd'hui nous représente toujours? Et donc, plus on grossit, et plus c'est complexe, et plus c'est long. C'est vraiment sur la boîte du 440, c'est un autre game. Mais c'est un peu ce moment-là, et c'est là où on va décider de changer, parce qu'en fait, ce qu'on est, on se représente plus à travers l'identité. Hyper intéressant. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant de rôle, un peu plus d'organisation? Est-ce que tu peux nous parler des responsabilités dans le domaine de la brand au sein d'une boîte? Qui fait quoi? Alors un peu même sur l'organisation, ma vision aujourd'hui c'est le design qui est honneur de la brand, de l'identité. Je prends l'exemple de Skello, comment on est organisé aujourd'hui, mais donc on a un pôle design. Et dans cette équipe design, on a des brand designers et des product designers. Et tout est owné par le design. C'est vraiment nous qui sommes les owners de l'identité. Et donc on travaille de manière très étroite avec le marketing et de manière très très étroite avec le product également. Et on est vraiment à la frontière des deux domaines. Et on est en charge de maintenir cette cohérence globale dans l'expérience, donc du marketing au product. Qu'est-ce qui se passe si le marketing a déjà fait le boulot, a déjà des convictions très fortes? Généralement, on est sur des fortes discussions. Vraiment, on échange beaucoup avec eux. Vraiment, quand je dis qu'on travaille au quotidien, c'est vraiment un échange constant. Donc de la part des brand designers qui travaillent avec les équipes marketing, de ma part également, de comprendre leurs problématiques, de s'ajuster. Et c'est vraiment... ce que là en tout cas c'est très acquis qu'on est honneur de la brand, et donc en fait dès qu'il y a un sujet brand, ça revient automatiquement vers nous en disant voilà j'ai ce sujet là, etc. Et on va le prendre, et si on voit qu'il faut intégrer le marketing, à ce moment là on va intégrer le marketing, mais c'est vraiment un travail commun, donc c'est des échanges quotidiens, ils sont hyper intéressants, où on va se nourrir mutuellement. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi sur ce type d'organisation, c'est quand on parle de cohérence globale, ce que je parlais au début, c'est sur le brand identity à travers tous nos points de contact. Le fait d'avoir une équipe design globale, ça permet d'avoir cette cohérence entre le marketing et le produit. Chacun va se nourrir mutuellement.
les brand designers vont apprendre du travail sur les product designers, les product designers vont apprendre du travail sur les brand designers, et notre travail quotidien est facilité, c'est beaucoup plus efficient. Et également, tout est plus clair, c'est-à-dire vraiment si j'ai un besoin product et un besoin brand, en fait j'ai juste à m'adresser à mon collègue et tout va beaucoup plus vite. Ça veut vraiment dire qu'un product designer, c'est pas son job de bosser sur la brand du coup? Je pense pas que c'est des experts de la brand. En tout cas, chez nous, on a des gens qui sont des experts de la brand. Ouais. Par contre, il faut avoir conscience de la brand. Parce que la brand, c'est pas forcément que l'identité, c'est tout le tone of voice. Et justement, côté product, l'expérience fait partie de l'identité de marque. Oui, c'est pour ça. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est honné par le design, mais qui doit être partagé par tout le monde. C'est-à-dire que même un PM doit avoir conscience de la marque et de comment est-ce que je vais créer une expérience qui est aussi on-brand. Alors ça, on en parlera juste après. J'aimerais qu'on passe à une question du coup qui est super transition. Pourquoi c'est important d'intégrer la brand dans le produit? Pourquoi est-ce que d'ailleurs on fait cette émission pour parler de ça et qu'on s'adresse à une communauté produit? Quel élément de réponse tu aurais à ça? J'ai 4 points. Wow. Premier 4 points, dont Okay. 2 qui sont extrêmement liés. Okay. Le premier point, c'est l'impact de la brand sur l'expérience. C'est une étude de McKinsey qu'ils ont fait il y a un petit moment où ils ont essayé de mesurer l'impact du design, donc de la marque sur le business. Et donc il en est ressorti que les marques qui intègrent le design et la brand et qui proposent une expérience cohérente du marketing au product, elles sont perçues comme ayant plus de valeur et comme délivrant plus de confiance. Et globalement, l'impact business était 23% de revenus en plus par rapport aux entreprises qui n'avaient pas ces expériences cohérentes globales. Qui étaient plus linéaires, moins... Ou j'avais un product qui était peut-être dissocié de toutes les communications, ou j'avais un product qui justement n'intégrait pas toutes les problématiques UI, etc. de manière efficace. Mais en tout cas, on avait plus de 23% de revenus en plus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la brand, ce n'est pas un détail, ça fait partie vraiment de l'expérience globale de nos utilisateurs. Je cite Charles Ames, que j'aime beaucoup, qui disait justement que le détail, ce n'est pas un détail, le détail, c'est ce qui fait le design. Et ça rejoint le troisième point, qui est l'input, qui est une notion que j'aime beaucoup. C'est la valeur qu'on va donner aux choses. Donc là, j'ai un exemple, j'ai même 2 exemples si on a le temps, mais le premier exemple, c'est sur Apple. Ouais. Apple, voilà, je vois que tu as un iPhone, mais tu vois, quand tu as ouvert ton iPhone, il y a tout un travail sur le packaging. C'est vraiment une expérience à part. Ouais. Et en fait, ça sert ce qu'on appelle l'input. C'est-à-dire que quand tu vas ouvrir ton produit, c'est la première fois que tu as un produit Apple. Tu vas ouvrir le produit et tu te dis, s'ils ont mis autant d'énergie dans le packaging, dans ce petit scotch, ce petit élément qui, en plus, je vais jeter à la poubelle dans 10 minutes. Limite, t'as envie de le garder, quoi. Exactement, il y en a qui le gardent. C'est que l'énergie qu'ils ont dû mettre dans le produit doit être exceptionnelle. Et c'est vraiment cette notion d'input, c'est-à-dire que ce détail qu'on va mettre dans l'identité, dans un travail de fond sur la typographie, sur le travail des couleurs, sur le travail des icônes, ça va nourrir toute la confiance et toute la valeur qu'on va créer dans le produit. C'est quelque chose d'un peu immatériel, mais c'est extrêmement important. Et le deuxième exemple, c'est un peu plus marrant, c'est sur Ikea. Mais je ne sais pas si tu es déjà allé manger sur les cantines, dans la cantine Ikea. Je suis déjà allé manger des hot dogs. C'est pas cher du tout, mais c'est bon. Ouais. Et en fait, ça sert l'input, ça fait partie de l'expérience, de ton expérience de marque. Ça fait partie de l'identité parce qu'en fait, ce qui en ressort, c'est que tu te dis, si je mange pas cher et qu'en plus c'est de la qualité, derrière, en fait, les meubles, ils sont pas chers, mais ils sont de qualité. Tu vas projeter vraiment quelque chose, la même chose derrière et la valeur que tu vas en tirer. Donc ça, c'est l'input. Et le dernier point, c'est l'importance de l'UI dans l'expérience. Donc c'est un effet psychologique. Alors, ce qui s'appelle, si je ne me dis pas de bêtises, ça s'appelle Aesthetic Usability Effect, qui en fait, tu es beaucoup plus flexible sur les erreurs d'expérience, sur les erreurs du X, si tu estimes que le produit est visuellement attrayant. C'est-à-dire que si tu arrives, tu te dis « Ah, c'est propre, c'est bien construit », tu accepteras facilement des erreurs mineures d'expérience. Ouais. Là où si tu arrives et que tu vois que le produit il est
pas très esthétique d'une certaine manière, ou il est un peu passé, tu seras intransigeant sur les erreurs. Donc c'est assez pratique d'une certaine manière, puisque ça te permet d'être aussi beaucoup plus flexible sur les erreurs que tu pourras avoir, parce que les produits ne sont jamais parfaits. Donc si tu as une expérience pourrie, le conseil c'est d'avoir une UI impeccable, c'est ça? Exactement. Si on avait un conseil, ce serait celui-là. Faut être bon dans un des deux, mais voilà. Et par contre, si c'est l'inverse, faut être vraiment exceptionnel sur l'expérience. En fait, l'objectif de tout ça, c'est de créer, je dirais, l'enchantement du client, de l'utilisateur. C'est à ça que ça sert tout ça au final. Oui, si on crée une valeur immatérielle, il va créer ce qu'on appelle, on parle des fois de brand love, c'est un attachement à la marque. C'est quelque chose qui va créer vraiment du lien entre lui et le produit et la marque. On a parlé de brand et de marketing. Est-ce que il y a vraiment des choses à savoir en tant que brand designer, des choses à avoir vraiment en tête quand on va travailler avec le marketing par rapport à la relation qu'on va avoir avec eux? Même si tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais des choses à garder en tête. Eux, ils vont vraiment baser le truc vers plutôt la partie sales. Toi, tu veux garder et être garant de ton expérience. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que, en fait, c'est toujours une histoire de level. C'est-à-dire que l'expérience en elle-même, en fait, elle a une logique émotionnelle. C'est-à-dire que n'importe quelle expérience qu'on peut faire, elle procure une émotion à l'utilisateur qui peut être négative ou positive. Et en fait, elle va participer à créer l'identité de marque. Tout ce qu'on ship, même si on estime qu'il y a assez peu de brand à l'intérieur, etc. En fait, elle va créer quelque chose, même sur un wording, c'est extrêmement important. Ça va créer des liens. Il y a des wordings qui nous marquent sur la copie, c'est extrêmement important. C'est même essentiel dans l'expérience produit, mais c'est des choses qui vont nous marquer. Et après, c'est toujours une histoire de niveau entre, en fait, là, j'estime que je peux faire du delight, là où je dois être vraiment sur du fonctionnel. Nous, sur des features qu'on peut sortir, on se pose ce type de questions en disant, bah là, on peut aller un petit peu plus loin, parce qu'en fait, on a l'espace et que c'est pas critique sur l'expérience. Par contre, il y a des moments qui sont critiques. Là, on va se dire, bon, en fait, il faut qu'on soit le plus fonctionnel possible et peut-être moins easygoing sur l'approche, mais toujours on-brand, c'est-à-dire la manière dont on s'adresse. C'est-à-dire que si on a décidé qu'on vous voyait nos utilisateurs, bon, en fait, on va continuer à les voyer. Ça doit toujours être on-brand, mais on va ajuster un peu les niveaux sur le delight qu'on va délivrer. Mais du coup, en interne, par exemple, sur des pitchs en interne, sur des lancements de nouvelles fonctionnalités, il est assez facile de justifier des choix de features de part de la research, des user interviews, ce genre de choses. Mais sur les choix de brand pour le vendre en interne et le pitcher en interne, tu te bases sur quoi? Alors, c'est très intéressant comme question. En fait, ça dépend sur quoi? Sur du product, typiquement. Moi, ce que je vais highlighter, c'est toutes les incohérences d'expérience. Donc, par exemple, j'ai des icônes. Et je me rends compte qu'en fait, sur le produit sur lequel j'arrive, il n'y a aucune icône qui se ressemble dans le style. Et en fait, ça, c'est un petit élément qui n'a l'air de rien, mais qui va nuire à la confiance que tu vas associer au produit. Donc ça, tu le mets sous le nez par exemple, toute une équipe tech, de développeurs, et c'est comme ça qu'ils vont comprendre ta démarche, du coup. Oui, en fait, les développeurs, c'est ça. Donc, tu as développeur, PM, CPO, vraiment tous les niveaux en disant voilà, j'ai. Parce que tu vois, c'est en mode les artistes là, ils vont encore nous prendre un truc, on sait pas d'où. Et eux, ils ont besoin de concret pour être un peu convaincus, tu vois. Mais donc, c'est vraiment ça, tu vois. Là, sur des sujets, en fait, je me rends compte qu'on fait le point sur les couleurs. Typiquement, je me rends compte qu'on a énormément de couleurs, plus d'une centaine de couleurs. Bon, ça, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi ce serait possible En fait, on va dire sur ta palette de couleurs, si on fait un petit focus sur les couleurs, tu as une palette de couleurs, tu dois avoir une couleur accent, une couleur primary, qui est ta couleur de brand. Donc tu peux en avoir une ou plusieurs, mais qui sont vraiment les éléments avec lesquels tu vas être identifié. Et quand tu commences à avoir beaucoup de choses, en fait, ce qui se passe, c'est que tu dilues aussi ta marque. C'est-à-dire que tu commences à avoir en fait les couleurs. Alors, ça peut faire partie de ton identité, d'avoir les couleurs de l'arc-en-ciel d'une certaine manière, mais faut être très
très précis sur ce qu'on permet. Et en fait, là, typiquement, ça veut dire qu'il y a un manque de précision sur ce qui est permis. N'importe qui peut utiliser n'importe quelle couleur. C'est ce qui ressortait vraiment, c'est que finalement, en fait, et les couleurs qui sont censées être les couleurs primaries, c'est-à-dire la couleur d'accent, finalement, étaient assez peu utilisées par rapport à d'autres couleurs. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'un utilisateur qui va arriver, pour lui, la couleur de la marque, ça va pas être celle que nous on veut être, sur laquelle on veut être identifié. Ça va être une autre qui va être beaucoup plus présente et parce qu'on n'a pas été assez précis dès le départ. Et ça veut dire quoi? Qu'il sera plus attiré vers l'une ou l'autre? Ça veut dire que si qu'il va dans son l'action. esprit, cette couleur-là, ce n'est pas nous. Pour lui, on est une autre couleur. Ce qui fait que si on communique sur différents points de contact, il nous identifiera plus difficilement. Et c'est pareil surtout sur les typographies, sur les icônes, sur le motion également, sur voilà, l'ensemble des éléments, sur les images aussi. Donc c'est important d'être assez précis sur la manière dont on construit la brand et le rôle des assets. J'imagine que dans ce cas précis, le rôle du product manager est hyper important pour aider à dire, à trancher. Enfin, il y a le design system qui existe, mais pour aider à vous orienter. Du coup, toi, de leur part à eux, t'attends quoi comme tâche, comme rôle? Alors, il y a différents styles de PM. Hein. Il y en a qui sont assez proches de la brand. J'en ai eu qui étaient vraiment sensible, ouais. très très pushy sur justement le on-brand, être vraiment. En fait, que l'expérience nourrisse la brand, ça devienne presque iconique de cette manière. Ouais. D'autres, ça n'intéresse pas forcément. Ce qui est hyper important pour un PM, c'est surtout d'en avoir conscience. Ouais. C'est-à-dire que la brand, c'est vraiment pas un détail. Ça fait partie de l'expérience. Et c'est un élément à prendre en compte où il faut être raccord de bout en bout sur la copie, extrêmement important pour un PM, et sur tous les éléments qui sont sur le système. C'est-à-dire être très vigilant sur le fait qu'on utilise vraiment les bons éléments du système et qu'on est toujours raccord, toujours on-brand. Tu as besoin de validation de la part des PM dans cette démarche? Ou c'est juste de la consultation C'est plutôt de la consultation. En tout cas, moi, j'attends pas forcément qu'ils me challenge sur ces sujets. Quand ils le font, je trouve ça hyper intéressant. Justement, ça nourrit ces dialogues parce qu'ils ont un regard qui est généralement un peu différent aussi. Ouais. Et moi, je suis toujours preneur de feedback. Toujours. C'est vraiment plutôt eux d'être vigilants, de s'assurer. Nous, on est assez vigilants, mais d'avoir vraiment conscience de ça et de ne pas hésiter à pousser les choses. C'est vraiment se dire, peut-être que là, on pourrait aller un peu plus loin sur cette expérience-là, de pousser un peu le curseur sur, je sais pas, peut-être qu'il manque une illustration. Ça se trouve, se dire, on comprend pas assez, on pourra rajouter une illustration qui explique mieux ce qui est en train de se passer et qui pourrait aussi nourrir l'identité. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu détestes qu'ils fassent? Des tests qu'ils fassent, d'une certaine manière, qui n'en ont pas d'intérêt. Ça, c'est vraiment un truc parce que ça fait partie de l'expérience. Et j'estime que notre rôle, c'est de délivrer la meilleure expérience possible à nos utilisateurs. Donc, ça passe par toutes les problématiques UX. Ça passe par le fait de répondre aux bons problèmes, mais ça passe aussi par le fait d'être on brand et de ne pas créer des expériences qui dénotent de la marque, parce que ça nuit finalement à l'entreprise. J'ai deux questions qui ont apparu intéressantes dans le chat. La première de Alex Beriz. Combien de couleurs maximum dans un logo? Alors, en vrai, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de meilleure manière de faire. On peut estimer que notre logo, c'est toute la palette. Tu vois. Ça pourrait faire partie de l'identité. Après, ce qui est conseillé, c'est que dans tous les cas, il faut un monochrome. C'est-à-dire qu'il faut que le logo puisse fonctionner en noir et blanc. C'est indispensable. Et donc, forcément, plus tu as de couleurs, plus c'est difficile à gérer. Donc l'exercice, on prend un logo, on le met en monochrome, on voit qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là. Si on voit un truc complètement flou, c'est qu'on s'est planté, c'est ça? D'une certaine manière, oui, c'est que si tu ne reconnais plus ta marque une fois que tu l'as passée en noir et blanc, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas. C'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'il y a toujours un monochrome qui est associé au logo. Typiquement à Skello, on a 4 couleurs dans le logo. On a 3 bleus plus un noir. Et quand on passe le logo en noir, donc il est en monochrome, il est full noir ou full blanc. Okay. Et donc on a retravaillé la shape du S pour qu'elle soit bien compréhensible quand tu es en noir. Donc tu as des ajustements à faire. Et c'est quelque chose toujours à avoir en tête. Il faut que ça fonctionne en monochrome, sinon en fait, ta marque ne sera pas lisible sur de nombreux use cases. Typiquement, quand tu utilises sur une image, généralement tu vas utiliser le monochrome.
Donc là, si en fait on ne reconnaît pas la marque à partir du moment où elle est sur un fond de couleur ou sur une image, c'est assez compliqué. Puis j'imagine qu'en plus, sur les déclinaisons pour optimiser l'accessibilité, c'est toujours mieux d'avoir un logo qui marche Oui. dans ces cas-là que pas du tout. Moins il y a de couleurs, aussi plus c'est efficace de certaine manière parce que plus c'est reconnaissable. On a une autre question de Remduff, Design System vs Brand Entity. On commence par quoi? Très intéressante comme question. Merci d'avoir posé. Merci Remduff. Mon avis là-dessus, c'est qu'en fait les deux sont liés. Je commence sur un travail de brand identity. Ce qui est extrêmement important, c'est de prendre dès le début en compte le product. Et en fait, je ne dissocie pas les deux. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui est assez récent, que je me suis construit, mais j'ai fait de nombreuses entreprises qui avaient justement un brand book et un design system, ou qui n'avaient pas de design system et un brand book, ou qui avaient un design system et pas de brand book. Et à chaque fois, c'est terrible. On arrive sur des conflits où en fait, les deux ne fit pas du tout, quoi. On a une typo qu'on utilise côté brand, mais qui ne marche absolument pas sur le produit. Et donc en fait, c'est extrêmement important de construire les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les deux. Chacun a un objectif qui est différent. C'est-à-dire que le marketing n'a pas les mêmes objectifs forcément que le product, donc on doit s'adapter aux contraintes, mais il faut le prendre en compte. Je prends la palette de couleurs, par exemple. Je vais prendre plusieurs exemples. La palette de couleurs. La palette de couleurs, il faut la penser globale. C'est-à-dire sur des exercices que j'ai pu faire, sur des exercices de refresh de marque, de rebrand. En fait, on fait toujours les tests sur le produit. On se dit, ok, d'accord, ça fonctionne sur tous nos assets de communication. Maintenant, allons voir comment ça fonctionne sur le produit. Et là, on se dit, ok, d'accord, en fait, la palette de couleurs, elle ne fonctionne pas du tout. Ou en fait, il manque des choses sur la palette. Et on va ajuster la palette. Donc, on va avoir des couleurs qui vont être utilisées pour la brand et des couleurs qui vont être utilisées pour le product. Je prends exemple de Skello. Aujourd'hui, on a des shifts sur notre planning, donc vraiment des slots qui ont des couleurs qui sont dédiées. Donc, c'est des couleurs qui ne seront pas utilisées sur le côté communication, mais qui sont essentielles dans l'expérience produit. Mais ces couleurs, elles doivent être pensées en rapport avec la palette globale. Et c'est pour ça que c'est important de penser au global. La typo, c'est la même chose. Chez Frishti, on en parlera par la suite, mais sur la typo, on avait une typo qui s'appelait la agrandir, qui avait été utilisée sur un refresh, qui est une typo extend, très bold, très graphique, mais qui est inutilisable sur du produit au quotidien. Elle était utilisée, on va dire, à 60... elle était énormément utilisée sur la communication. Et on a fait un test, on s'est dit, tiens, on va la mettre sur le produit. Donc pareil, on a pensé global. Et on s'est dit, mais ça ne marche pas du tout. Donc il faut qu'on ait une autre typo qui a été la circular. Donc qui a été la typo fonctionnelle, d'une certaine manière, on peut l'appeler comme ça. Mais on a gardé l'agrandir. Et donc en fait, on était sur l'agrandir, sur une logique de dire, ok, elle ne sera présente que sur les titres en format display, c'est-à-dire vraiment des gros titres, ça pour ramener la brand. Donc on verra par la suite. Et on était sur un ratio de 10% de agrandir, 90% de circular. Là où sur le côté brand, on était sur du 30% circular, 70% agrandir. Mais on avait cette logique globale, se dire en fait, on commence on les commence ensemble. Et vraiment, c'est important de en fait faire vraiment les deux sens. C'est-à-dire que la brand identity, quand je vais construire le travail autour du logo, quand je vais construire la palette, je vais en fait faire la même chose côté product. Je vais construire la palette, on va construire la palette en même temps. Quand on va faire le travail autour de la typographie, on va construire les logiques de structure typographique en même temps. Donc je vais avoir des typos qui vont être 12, 14, 16, 20, 24, 28, etc. Et qui seront aussi adaptés pour les usages brand. Et donc on arrive sur, à la fin, un système qui est utilisable par la brand, par le product, et qui répond et qui s'assure qu'on a cette harmonie. Sur le sujet de la typo, puis après on va passer à notre dernière partie. Tu disais tout à l'heure que sur Frishti, il y avait une typo qui marchait sur des supports de com et pas sur la partie produit. Et comment tu sais que ça marche ou ça marche pas? C'est du ressenti? Il y a du ressenti, c'est-à-dire que en fait c'est illisible. Donc en fait au bout d'un moment tu le vois assez vite, quoi. Tu es assez pragmatique et tu te dis si moi j'arrive pas à le lire, c'est sûr qu'un utilisateur n'arrivera pas à la lire. C'est sûr. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là que tu le vois. C'est vraiment c'est une contrainte de lisibilité dès le début. En fait on est aussi des experts et donc en fait on le voit, on se dit en fait si je n'arrive pas à le lire, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas.
Eh ben justement, on va voir si tu es un expert. On va passer à la dernière partie de l'émission. On va passer du coup à l'œil de l'expert. Jingle. Alors, on va un petit peu innover sur cet épisode du Design Corner. Depuis tout à l'heure, on parle de brand entity, on a un petit peu montré 2-3 choses. Mais Aymeric a eu la gentillesse de nous présenter et de nous préparer un petit use case pour un petit peu illustrer beaucoup de choses qu'on vient de se dire. Est-ce que tu peux rapidement nous résumer de quoi on va parler là? Alors, on va parler de Q-commerce. Q-commerce, surtout, qu'est-ce que c'est que ça? alors, c'est le quick commerce. Ouais. L'idée, c'est de vous montrer, en fait, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est l'impact de l'identité sur le feeling que vous pouvez avoir avec un produit. Ok. Et donc, Alors, est-ce qu'en régie, on peut lancer le premier case? ça part parfait. C'est Et donc, super. sur ça, Alors, qu'est-ce qu'on va alors en fait, c'est si tu as suivi un peu le e-commerce ou pas, en gros, ça a explosé pendant le Covid. Ouais, Maintenant, c'est tout à fait. le soufflet est un peu retombé. Mais en gros, il y a énormément d'applications qui sont lancées avec la même expérience. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois avoir une adresse, où est-ce que je vais être livré. Tout à On fait. va sélectionner le créneau. Ouais. On a un slider qui va diffuser les news et on a des catégories dans Ouais. lesquelles je pourrais aller voir les éléments. Et donc on va laisser tourner, vous allez voir en fond les éléments qui tournent. Et donc en vrai, on avait vraiment la même expérience sur tous les produits. Et finalement, la seule différence se faisait à travers la brand. J'ai eu l'occasion de travailler pour Frishti, donc où j'ai construit avec les équipes, on a construit le nouveau produit Frishti, et également Gorillaz, où j'ai travaillé sur la refonte du produit Gorillaz. Petite anecdote, si les gens ont suivi un peu, mais en gros, Gorillaz a fait racheter Frishti, maintenant Getir a racheté Gorillaz. C'est toute une histoire, le Q-commerce. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces deux exemples-là, vraiment, c'était exactement la même expérience. Donc là, ce qu'on a vu, c'était, on est parti au début de la vidéo, ça va se relancer juste après. Sauf Frishti, oui, ça tourne en boucle. Une base de wireframe avec une structure, un squelette commun, c'est ça. Et après, Exactement. ce que tu as voulu nous montrer, c'était comment est-ce que c'est décliné grâce à la bande, quoi. Et derrière, on va appliquer dessus tous les éléments d'identité. Donc, Ok. côté Frishti, ce qui est intéressant, c'est que justement, l'identité de marque de Frishti, c'est de proposer d'être très food. C'est-à-dire qu'on est des food lovers, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Est-ce que tu peux juste nous en mettre, Et, si c'est possible? Vous le laissez tourner en boucle. Hein. Ouais. Et sur Frishti, et la photo, par exemple, a une très grande part dans l'expérience Frishti. On a Parce une que couleur. le produit, parce que. Voilà, parce qu'il faut donner envie, vraiment, c'est Ouais. quand tu arrives, il faut que tu aies envie de manger et potentiellement aussi d'acheter des choses que tu n'avais pas prévues parce que vraiment, ça a l'air vraiment très bon et tu as absolument envie de tester le dernier Yann Couvreur, etc. Ouais. Et donc, tu vas avoir cette image qui est très présente, qu'on peut voir ici sur le slider. Ok. Donc, on va jouer un slider qui est vraiment full screen, qui va t'émerger dans le produit, dans la food, et avec des catégories qui sont prises en photo. C'est-à-dire que tout est shooté à Frishti. Ok. On voit qu'on a ces boutons qui sont très ronds également, donc amène un côté un peu friendly, et cette typo agrandir dont je vous parlais qui est ici qu'on peut voir en bois. Donc ça c'est vraiment l'identité Frishti avec le jaune également, des icônes qui ont été développées, donc la circulaire dont je parlais, et ensuite on va avoir Gorillaz qui est sur la même expérience, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir l'adresse, etc. qu'on voit, mais qui est sur une autre tonalité. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est pas vraiment de donner envie de manger. On est sur un objectif d'efficacité. Ouais. Il faut que ça aille vite, que ce soit efficace. Ouais. Et donc, on le voit sur le slider, c'est-à-dire déjà, tu ne pouvais pas sélectionner aussi ton créneau. C'est-à-dire qu'on va afficher, on va highlighter avec ce vert, le temps. On va avoir des catégories qui ne sont pas shootées, c'est-à-dire qu'il y avait assez peu de shoot sur les images. C'était vraiment des images qui étaient détourées, assez brutes, qu'on va jouer sur les catégories. C'est en ça que tu parles d'efficacité parce que c'est un peu un mot un peu générique. D'un côté, sur Frishti, tu as le ressenti de l'inspiration grâce aux photos. Oui. C'est là où tu es, entre guillemets, moins rapide. C'est ça? Alors que sur Gorillaz, il y a C'est moins plutôt, de choses à lire. en fait, c'était dans le sens, exactement. C'est-à-dire que c'était dans le sens, c'était très minimaliste dans l'approche, black and white, avec des petites touches de vert. On a cette typo qui, sur Gorillaz, donc qui était la Gorillaz sans display, si je dis pas de bêtises, qui apporte de la vitesse. C'est-à-dire que c'est vraiment, elle était, si on regarde son dessin,
elle signifie la vitesse. Donc quand on est là, on sait que c'est pour aller vite et pour faire la tâche, pour faire ses courses très rapidement. Et on est vraiment sur, je parle d'efficacité, non pas sur l'expérience, parce que c'est la même expérience, les deux expériences sont efficaces, mais plutôt sur le ressenti que tu vas avoir. Tu sais que tu es ici pour effectuer la tâche et la brand est finalement assez diluée. C'est-à-dire qu'elle est présente d'une autre manière. Elle est beaucoup moins forte que sur Frishti, où tu as vraiment ces images, ces shootings qui vont te donner envie. Et le feeling que tu en as est complètement différent, alors que tu as vraiment littéralement la même expérience sur les deux. Et généralement, ce qui ressortait, c'est que les clients étaient plus en gros, ils préféraient Frishti. C'est-à-dire que en fait, ils étaient plus fidèles, c'est ça le mot que je cherchais. Ils étaient un peu plus fidèles à Frishti. C'est-à-dire que tu crées une attache vraiment avec Frishti. Parce qu'il y a quelque chose de moins froid que sur Gorillaz. Il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux dans les images. Il y a quelque chose où tu vas... ça diffuse aussi les valeurs de Frishti. C'est-à-dire que c'est la good food, c'est vraiment aimer manger. Là où Gorillaz, on est sur la même expérience, mais on diffuse des valeurs qui sont plutôt sur l'efficacité, la rapidité. Et donc forcément, c'est pas des choses auxquelles on va se rattacher. On a un petit exemple avec un clip sur l'application Gorillaz. C'est le lancement, c'est la vidéo de lancement de l'application Gorillaz en interne qu'on avait lancé pour mettre en avant. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en régie, cette vidéo ? Écoute, personnellement, moi je suis convaincu. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire là-dessus ? C'est la vidéo petite exclu, mais c'est la vidéo de lancement en interne de l'application avec ce refresh sur l'identité. Et ce qui est intéressant, c'est vous voyez un peu sur tous les écrans qu'on peut défiler, il y a cette notion un peu de vitesse qui vraiment est dans l'identité. C'est tout va vite, on est très brut, on va straight to the point, et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent à travers l'identité sur l'application. On arrive magnifiquement bien à la fin de cette émission. Il y a eu une question qui a été posée que je te pose maintenant. Au-delà de est-ce que ça te plaît pas, c'est quoi les trends de 2023, les trucs qu'on va recevoir, les trucs qu'on va voir un peu partout? Est-ce que tu as déjà un peu étudié la question ou pas du tout? Alors, sur les trends de 2023, il y en a plein, il y en a des variés. Il y a ce que je vous parlais tout à l'heure, qui était le néo-brutalisme, néo-Memphis aussi ça s'appelle des fois, qui est cette trend qui va continuer un petit peu. On a un peu un retour un truc que je perçois, c'est un peu la destruction du flat. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur des interfaces qui étaient très flat. On en a marre du flat. Et on s'en détache un petit peu, donc ça apparaît à travers il y a le glassmorphisme qui remonte un petit peu, le fait de rajouter. Ce que je ressors du glassmorphisme, c'est surtout cette volonté de rajouter de la profondeur dans les interfaces. C'est-à-dire que sur des choses qui sont plus riches visuellement. Donc il y a tout ce travail-là. Il y a des sites qui référencent un peu tout ça, on connaît. Des tendances. Google, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Vous tapez tendance 2023 sur Google et vous allez tomber sur des choses. Il y a le retour des gradients aussi, qui commencent petits mais qui sont joués différemment, que j'apprécie particulièrement parce qu'ils permettent de rajouter la profondeur. Il y a tout le travail aussi autour du clémorphisme qu'on appelle, c'est la 3D qui commence à s'intégrer de manière beaucoup plus profondément dans les produits, dans les identités, et à rajouter sur le fait qu'on se détache justement aussi de cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on vraiment rajoute de la profondeur, même dans les illustrations, il y a vraiment cette volonté de rajouter du volume. Un bon exemple, c'est tout le Fluent Design, mais le travail de Microsoft. Leurs vidéos sont extraordinaires, les interfaces ne sont pas de ouf, mais il y a quand même cette volonté d'amener beaucoup plus de profondeur, de se détacher
voilà, le flat, on a fait d'une certaine manière. C'est toujours efficace, mais on va rajouter Bon, du super. volume. Et si moi maintenant en tant que néophyte, je veux m'instruire, est-ce que tu me conseilles un livre à lire, un auteur, Sur la brand identity, il y a Étape, je sais même plus si ça existe, mais j'avais beaucoup de bouquins à l'époque qui faisaient des choses assez extraordinaires. Ok. Et après, en vrai, c'est surtout les sites internet, tu vois, Encore Google, du coup. Behance, voilà, exactement. Mais c'est là où je trouve que tu peux te Ouais. nourrir le plus. Vraiment, en fait, il faut ouvrir et se nourrir le plus de sites possible, de voir ce qui se passe. Twitter Ouais, faut est consommer. Twitter? une bonne référence, je trouve. Ok. Généralement, dès qu'il y a quelque chose qui sort de nouveau, qui Ouais, est ça fait du assez bruit. efficace, ça fait du bruit, et on peut voir un peu Ouais. ce qui se passe, Ok. évoluer aussi les choses et suivre tous les travails d'agence. C'est-à-dire que là, vraiment, je recontredis un peu ce que je disais, mais en tout cas, sur les identités, je trouve qu'ils font un taf qui est assez Oui, parce bon. que eux, c'est un taf à plein temps qu'ils font ça, donc forcément. Exactement, et Patagram, c'est un bon exemple. Koto aussi. En France, il y a Lord qui fait ça. On a des agences aussi comme Babel, Clint aussi, et ils font des choses qui sont intéressantes. C'est intéressant de suivre leur travail. Ils ont des très bons designers. Bon, bah écoute, ce sera le mot de la fin. À retenir que beaucoup de veille quand on veut un peu s'immiscer, quand on veut s'imprégner de tout Toujours. ça et travailler main dans la main avec vous, les designers. Merci d'avoir échangé avec moi Merci à sur toi. le live. Merci à vous de l'avoir suivi et d'avoir suivi cet épisode du Design Corner. Merci à toute l'équipe qui a participé et en régie notamment. Je crois qu'il n'y a plus de questions dans le chat, hein. J'en ai pas reçu d'autres, donc c'est génial. Merci de suivre Twitch. À bientôt pour un nouvel épisode du Design Corner. À bientôt, salut!